as parlé du modèle océan et du Big Five. Quels Ouais, sont les différents traits? Et ce que j'aime bien dans ce modèle-là, c'est que souvent on a l'impression qu'être dans la moyenne, c'est un peu nul. Mais ce que j'aime bien dans ce modèle-là, c'est que peu importe où on se situe sur le spectre, il y a toujours des avantages et des défauts qui s'accompagnent. Et du coup, il n'y a pas vraiment de position qui est meilleure. Parce que du coup, en fonction des situations, ça va changer. Et donc, parfois, ça va être à notre avantage et parfois à notre désavantage. c'est ça. Alors, tu as raison, sur le principe, c'est-à-dire que comme tu as bien compris le système, c'est la personnalité, elle va s'activer en fonction des situations. Ce qui pourrait être, entre guillemets, «un avantage» dans certaines situations peut devenir un inconvénient dans une autre. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas dire, on a des forces ou des faiblesses. Tu vois? J'aime pas dire, tu vois, le côté un peu défaut, j'aime pas trop ça. Je trouve que ça a pas de sens parce qu'en fait, bon, bien sûr, il y a des trucs qui rendent la vie plus facile, on est OK, hein. Il y a il y a des traits de personnalité qui rendent la vie plus facile. Mais il y a toujours des situations dans lesquelles on peut trouver des avantages. En fait, c'est ça un peu le truc. Donc c'est un peu ça qui est intéressant. La question c'est, le Big Five. J'explique un peu le Big Five, Mm, c'est ça, hein? Tu veux? OK, c'est ça, d'accord. exactement. Donc on a 5 traits de personnalité qui résument finalement, de façon, complète, suffisamment, claire ce que peut être la personnalité, les dispositions de personnalité d'une personne. Alors on peut le faire dans différents ordres. Moi je l'ai fait comme ça, comme je le fais avec mes étudiants. Bon, c'est pas le plus important, hein. Donc je commence par le névrosisme, hein. Donc c'est Costa et Van Crae on définit, le névrosisme comme une tendance à percevoir ou ressentir la réalité comme menaçante, problématique, pénible. D'accord? Bon. Donc, on a une façon de le voir, c'est de dire le névrosisme, c'est une façon un peu, pour moi, un peu négative. Et moi, je préfère utiliser la stabilité émotionnelle, qui est exactement l'inverse. Exactement l'inverse, hein. Stabilité émotionnelle. Donc, on peut scorer haut en névrosisme et donc scorer bas en stabilité émotionnelle, ce qui revient tout à fait au. D'accord? Bon, là, on utilise névrosisme parce que c'est dans le modèle océan, c'est le N de Ouais, océan. Ok. Voilà. Donc ces gens-là, ils sont pessimistes, ils ont tendance à chaque fois, hein, oui, tendance à. oui. Je veux dire, voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tout le temps, mais voilà, tendance à être pessimiste, inquiet, sensible à la contrariété, des soucis, culpabilité, insatisfaction, et puis dévalorisation de soi. Voilà. Et puis ils ont des soucis jusqu'à des soucis corporels, hein. C'est un peu cet aspect-là qui «somatique» entre guillemets quoi, qui est connecté à ça. Donc en fait, les gens ils réagissent avec leur cerveau émotionnel et le volet négatif du cerveau émotionnel, d'accord? Ils voient tout avec le verre à moitié vide, systématiquement, voilà. Donc ça, c'est pour les gens qui vont scorer haut en névrosisme, d'accord? Voilà. Voilà. Donc ça, donc à chaque fois, je te fais les extrêmes, d'accord? Donc on peut être moyen en névrosisme, et on verra tout à l'heure un peu ces histoires de normes, voilà. Mais là, à chaque fois, je te fais les extrêmes pour qu'on voit, donc à l'inverse, de l'autre côté, ceux qui vont scorer bas en névrosisme ou haut en stabilité émotionnelle, bah, ils voient la vie de façon positive, ils sont pas contrariés, ils voient toujours le verre à moitié plein, etc., etc. Voilà, on peut fonctionner comme ça avec les deux extrêmes à chaque fois. Et puis on a le milieu, mais le milieu, on verra tout à l'heure. Voilà, ça c'est le premier point. Névrosisme, stabilité émotionnelle, qui est vraiment un trait de personnalité très important parce que aujourd'hui, ce qu'on observe avec on observe un accroissement de l'anxiété, hein, voilà, depuis le Covid en fait, hein, voilà, et notamment chez les jeunes. Et donc cette stabilité émotionnelle, elle est directement affectée par rapport à ça. Voilà, d'accord. Donc on voit que la personnalité, elle peut être affectée par les événements de vie qui vont impacter la façon dont les gens vont prendre l'habitude de réagir aux situations, de penser les choses et puis de se comporter. Voilà. Ok. Donc, dans le névrosisme, il y a beaucoup d'évitement. Voilà, hein. On dit comportement d'évitement. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le névrosisme. Ok. Ensuite, le deuxième trait que je voudrais voir, je voudrais aborder, c'est l'extraversion. L'extraversion. Extraversion, bon, c'est la tendance à rechercher des stimulations, hein, de se confronter et de se confronter à l'environnement, je dirais social, principalement, et c'est la définition qu'on a tous de l'extraversion. Les gens qui sont extraverts sont les gens qui, voilà, sont faciles avec les autres, etc., qui cherchent un peu cette relation-là. Mais c'est pas que ça, hein. Dans l'extraversion, il y a aussi une dimension, je dirais, énergétique, hein. Les gens qui sont extraverts, c'est les gens qui ont la pêche,
qui avancent vers leur but, etc., qui sont enthousiastes, qui ont l'entrain. Et donc, bien sûr, dans les groupes, ça se voit, mais aussi dans leur façon d'aborder les choses, d'aborder les questions, etc. Et donc, on peut dire, voilà, ils envoient, quoi. Mmh. C'est vraiment le truc, tu vois? Et puis du coup, ils occupent volontiers l'avant-scène, ils sont parfois exubérants, ils mettent de l'ambiance et cetera, tu vois? Et donc voilà. Et puis peut-être aussi, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'est des gens qui ont souvent, des réseaux sociaux étendus, hein, beaucoup de followers, tu vois? C'est un voilà. Donc motivation d'approche, eux, ils fonctionnent aussi avec leur cerveau émotionnel parce qu'ils aiment la stimulation, tu vois? Mais c'est le côté, positif du cerveau émotionnel, d'accord? Donc c'est vraiment, le truc, la stimulation positive, quoi, voilà, OK? On c'est des gens qui sont très valorisés aujourd'hui, hein, dans le monde de l'entreprise, dans la réussite, on aime bien les gens extravertes parce que la société, enseigne cela, hein. Il faut être, énergique, si tu veux réussir, voilà, et valorise les valeurs d'extraversion et les prône, avec beaucoup de force. On pourra en discuter. Je pense que donc c'est l'atout en fait de l'extraverte, hein, l'atout de l'extraverte. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas extraverti qu'on peut pas réussir. Voilà, faut le noter, c'est très important. Hein, voilà. Surtout que le piège de l'extraverti, qui est vraiment très extraverti, c'est l'assertivité. Et le fait d'être Voilà. assertif et donc le fait de mettre ses idées en avant, mais du coup, on a tendance à vraiment mettre nos idées devant, de boucher un peu la parole aux autres. Mais du coup, si on est en position de chef, on peut avoir tendance à foncer dans le mur parce qu'on va suivre notre idée, on va l'imposer aux autres sans laisser la place aux autres pour qu'ils viennent dire ce qu'ils pensent de l'idée, etc., pour qu'elle puisse être plus solide, plus robuste et repoussée avant d'être mise en pratique. Ouais, tu raison. Les extravertes, ils peuvent être très pénibles pour ça. Très pénibles pour ça. Et il y a une, un bouquin de Suzanne Cain, hein, Cain, qui s'appelle La force des discrets. C'est très intéressant et qui souligne le pouvoir des introvertis dans un monde trop bavard, tu vois? Ouais. Alors on a plein d'exemples aujourd'hui, hein, voilà. Heu et en fait, elle dit, dans ce bouquin, elle explique tout ça, hein, elle explique que la valorisation, de l'extraverte, dans notre société, pourquoi on apprend à être comme ça, qu'est-ce qui mais et puis elle dit qu'en fait, il y a pas grand chose derrière ça, quoi. Il y a pas grand chose derrière ça, si ce n'est l'aspect énergétique, tu vois? Mais qu'un introverti a d'autres ressources et que, quand on est chef d'entreprise, par exemple, exactement ce que tu disais, et qu'on est très extraverte, on est très assertif, on veut convaincre les autres, et cetera. Mais il faut pas oublier qu'on peut avoir 50 de ses employés qui sont introvertis. Et donc, il faut aussi, voilà. Et donc, c'est un peu les conseils qu'elle donne. Donc, bref, je trouve que, voilà, on voit bien un peu les avantages et les inconvénients de l'extraverte et donc, de toute façon, en général, hein, le mieux, c'est dans la mesure, hein, des choses, toujours dans la mesure des choses. Voilà. Et juste avant de passer au Dis-moi? suivant, j'aurais une question sur l'extraversion. On entend souvent associer l'extraversion, enfin surtout l'introversion, à un retrait social, au fait d'avoir un, deux amis, pas plus, de pas être bien quand il y a du monde, etc. Et je me demandais si, parce que de ce que j'ai compris de la littérature, c'est l'introverti aime aussi les relations sociales. C'est pas un souci tellement dans les relations sociales. C'est juste que là où l'extraverti dans les relations sociales, ce qu'il va aimer, c'est la surstimulation, puisque ce qu'il cherche, c'est une stimulation continue. Et donc, il va être beaucoup plus actif, beaucoup plus énergique dans les situations sociales, mais pas directement parce qu'il aime plus les relations sociales que pour un moyen d'arriver à justement tous ces petits pics, toutes ces stimulations. Et du coup, ça laisse l'introverti de l'autre côté qui a pas besoin, qui pour lui n'est pas nécessairement besoin d'être seul constamment chez lui et qui peut aussi apprécier les relations sociales sans pour autant avoir toute l'énergie associée avec. Ouais, alors il aime le calme dans les relations sociales, Ouais, tu vois? C'est ça. oui, c'est Mais ça. il peut aussi, l'extraverte, tout seul, il va vite, ça va être vite difficile pour lui, hein. Alors que l'introverte, il peut aussi être seul, tu vois? Mais il aime une certaine forme de relation sociale, effectivement, tu as raison, mais plutôt calme, posé, réfléchi, et cetera, tu vois? Donc c'est pas tout à fait effectivement la même façon de voir les choses. Mais c'est pas des gens, qui vivent dans leur caverne, hein, on est d'accord, hein? Pas forcément en tout cas. OK. Je propose qu'on parte sur l'ouverture à l'expérience. Je trouve ça intéressant parce que dans l'ouverture à l'expérience, il y a la tendance donc, à avoir des intérêts larges, variés, une capacité à vivre des expériences nouvelles, ou inhabituelles et ceci sans anxiété et cetera. Donc on recherche de la stimulation aussi, hein,
Mais là, la stimulation, elle est plutôt, sur la diversité et sur le caractère, je dirais, inhabituel. Donc les gens, ils cherchent les nouvelles approches, ils sont intéressés par les nouvelles approches, ils aiment sortir des cadres, c'est en général souvent, des gens créatifs, hein, c'est souvent associé à la créativité, d'accord? Mais pas que, voilà, et donc c'est des gens, qui aiment la stimulation positive multidirectionnelle, voilà, hein, hors des sentiers battus. C'est en général des personnes qui sont adaptatives, hein, à l'inverse, quand on a quelqu'un qui va scorer bas en ouverture d'expérience, c'est des gens qui aiment le travail routinier, les choses toujours identiques, et cetera, tu vois? Et puis, on a aussi, peut-être, dans les «inconvénients» entre guillemets, ou enfin, ça peut être des avantages aussi pour l'ouverture d'expérience, c'est des gens qui aiment prendre des risques. Tu vois? Donc ça peut être intéressant parce que on en reparlera peut-être tout à l'heure dans les sports. Dans le sport, les sports à risque, tu vois? Donc on a souvent ce genre de profil-là, mais il va falloir le compenser par autre chose parce que sinon ça peut devenir dangereux, quoi. Voilà. Mais donc les conduites à risque, en général, sont associées à l'ouverture d'expérience. Voilà. Et je peux imaginer aussi dans l'autre sens que du coup, une autre ouverture d'expérience, mais avec un haut niveau de névrotisme, ça doit être un enfer constant puisqu'on passe notre temps à ouvrir des portes qu'après on panique parce que justement il y a trop de possibilités de chemin. Ouais, Donc je me dis ouais, que le combo des deux mais doit aussi. ouais, le combo des 2, ouais, fonctionne pas super bien. Ouais, tu as raison. Mm. Fonctionne pas super bien. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Voilà sur l'ouverture expérience. Ensuite, je présenterai bien l'agréabilité. Donc l'agréabilité, c'est je veux dire la qualité des relations avec les autres. On pourrait dire, d'un côté, c'est l'altruisme accommodant, tu vois? Je mettrais ça et de l'autre côté, l'antagonisme intransigeant. Tu vois un peu les deux bouts de l'échelle, quoi, d'accord? Donc très altruiste, très accommodant pour les gens qui scorent très haut en agréabilité et très intransigeant, très individualiste, entre guillemets, très opposé, quoi, pour les gens qui scorent de l'autre côté. Voilà, voilà. Tu vois, l'extraverti, comme on disait tout à l'heure, il recherche la compagnie d'autrui. L'agréable, il cherche le bien-être d'autrui. Tu vois, on y voit au niveau qualité, quoi, tu vois? Donc tout à l'heure, je te disais, l'extravert, il a beaucoup de followers, l'agréable, il répond à toutes les personnes qui lui écrivent. C'est pas c'est pas la même qualité de relation, quoi, voilà, tu vois? Bon, donc sensible au bien-être, empathique, altruiste, donc c'est cette qualité-là qu'on recherche dans les métiers de l'éducation, dans les métiers, de la santé, le care comme on dit, hein, voilà, les soins et puis, voilà, donc c'est des qualités, remarquables, hein, par rapport à ces questions-là et puis, je pourrais dire aussi que les personnes qui sont parfois, sont parfois perçues comme un peu naïfs parfois, hein, sur les relations humaines. Les personnes qui sont trop agréables peuvent être, c'est un peu leur, «faiblesse» entre guillemets, si je puis dire. Voilà, OK. Voilà sur l'agréable. Ah et peut-être une autre chose complémentaire aussi parce que, c'est important avec les sportifs, c'est, la qualité d'agréabilité, la disposition d'agréabilité, elle prédisposition au travail en coopération plutôt qu'en compétition. C'est pour ça qu'on dit souvent les sportifs, ils scorent bas en agréabilité. Oui, ça c'est le côté de compétition, forcément. Voilà, qui fait chuter le truc automatiquement, quoi. Voilà, un peu ce qu'on peut dire sur l'agréabilité. Donc, en fait, quand tu prends l'extraversion et l'agréabilité ensemble, tu les mets les 2 ensemble, que je parlais tout à l'heure de combinaison des traits et cetera et puis là, tu m'as pris l'exemple de névrosisme et puis d'ouverture d'expérience, mais quand on combine ces 2-là, bah, on a, la façon dont les personnes abordent les relations sociales, Ouais. tu vois? Tu as Et ces dont 2 le tu narcissique qui va être bas en agréabilité et très haut en voilà. extraversion, du coup, ouais. Voilà, par exemple, OK? Voilà. Mais même sans aller jusqu'à ces traits extrêmes, tu peux déjà voir un peu, tu vois, un peu comment les gens se comportent par rapport à ça, pensent les choses ou, sont, comment dire? Émotionnellement, engagés, quoi. Voilà. Voilà, enfin, il nous reste le dernier, le gros là, le caractère consciencieux, hein. Je dis le gros parce que c'est quand même le trait de personnalité, qu'on voit partout apparaître, hein. Donc c'est le domaine du contrôle des impulsions, hein, tu vois? Donc pas remettre à plus tard ce qu'on peut faire immédiatement. La fameuse procrastination, hein, voilà, donc les consciencieux ne procrastinent pas. Ils sont très organisés, ils planifient, voilà, ils sont pas sur l'instant, ils sont plutôt sur ils envisagent les conséquences à long terme et cetera. Voilà et eux, ils font marcher leur cerveau préfrontal, hein, voilà, ils font marcher leur cerveau rationnel, et et à fond, quoi, voilà.
d'accord? Il respecte les normes aussi, la moralité en général, sérieux, responsable, autodiscipliné, engagé, persévérant. Voilà et bah, le caractère consciencieux alors moi je trouve ça intéressant parce que, quand on discute avec les personnes souvent ils vous disent, «Ouais mais finalement, c'est un peu obsessionnel ton affaire là, le caractère consciencieux». Hein, c'est-à-dire, hein, la dérive, hein, c'est Mmh. Ouais, l'obsessionnel l'extrême. compulsif, voilà et cetera et les gens disent: «Ouais mais non, moi je suis pas si consciencieux que ça», mais en fait, bon, on sait que c'est un des grands prédicteurs de la réussite, hein, le caractère consciencieux. Là-dessus, il y a pas de doute, donc voilà. Surtout que je peux imaginer que dans, oui, ça, dans le domaine académique, sportif, peu importe où c'est, le consciencieux va mettre les efforts. Ça va être, il sera présent à l'entraînement, il va mettre les bouchées. Si on lui demande de le faire, il le fera, quoi. Ouais, c'est pour ça. Ouais et puis il va s'organiser et puis il va se tenir, tu vois? Tu prends l'exemple de le consciencieux, quand tu vas échouer ou quand ça va être un peu difficile, il va s'accrocher, quoi, tu vois? C'est ça un peu le truc, hein. Il est persévérant aussi, tu vois? Donc on peut difficilement considérer que c'est pas quelque chose qui fait aboutir à la réussite, tu vois? Forcément. Oui, forcément.